Le tortionnaire d'Apoigny et le boucher de Lyon, deux affaires similaires au même endroit et à la même époque avec les mêmes victimes. Mais si le procès d'Émile Louis est retentissant, celui de Claude Dunant se déroule à bas bruit. Il est même libéré en catimini en 2001, 6 mois après l'incarcération du premier. Il ne purgera que 13 ans de sa condamnation à perpétuité. Mais entre-temps, les rares témoins directs ont trouvé la mort dans d'étranges circonstances et les carnets d'adresses des clients de Dunant ont mystérieusement disparu. Vous écoutez La conspiration du silence, épisode 4, Les ombres de l'affaire Dunant. Moi je dis que des gens comme ça, ils n'ont pas le droit de vivre. Parce que nous, on vit pas, on survit. Lui, ça y est, pour lui, il a payé sa dette, il a été en prison et tout. Mais les cicatrices qui nous restent sur le corps, toutes les douleurs qu'on a encore, aussi bien physiques que psychologiques, eh ben, on les portera jusqu'à notre mort, nous. On continue à payer pour lui, tout le mal qu'il nous a fait. Quand on arrive à Auxerre, qu'on vous dit tu vas couvrir l'affaire des disparus de Lyon, on commence à se renseigner, donc on découvre d'autres dossiers. Jérôme Val, ancien journaliste à France Bleu Auxerre. Je découvre cette affaire Dunant au fil de mes investigations. Moi, j'avais très peu entendu parler. Je me dis, mais comment on peut avoir à une dizaine de kilomètres deux affaires similaires, fin des années 70, début des années 80, avec des victimes qui ont le même profil. Un couple de tortionnaires a organisé un groupe de clients, un réseau de certains 10-30, d'autres 50, d'autres 60 clients. Lui, il en avouera, je crois, une quarantaine au procès. Thierry Fournet, journaliste et réalisateur. Ces clients viennent dans les caves de son pavillon à Apoigny pour torturer des jeunes femmes qu'il a enlevées. Ce sont des jeunes femmes fragiles, fragilisées par l'histoire de leur famille, fragilisées par leur environnement. Corinne Herman, avocate spécialiste des cold cases. C'est des jeunes femmes qui ont été confiées également, qui relèvent également de la DAS et que finalement auxquelles peu de gens se sont intéressés. Les scènes d'horreur se déroulent toujours au sous-sol, avec un sens de la mise en scène appliqué. Les jeunes femmes qu'on présente sont cagoulées. Anne Pagès, avocate. Elles sont attachées à un tuyau, menottées quasiment, quand elles ne sont pas attachées sur une croix de Saint-André. Il suffit de rentrer, imaginer un sous-sol immonde, avec à la fois des toiles d'araignée et puis des morceaux de bois rugueux qui pendaient avec des taches de sang dessus, et puis des colliers et puis des chaînes. Bernard Revest, avocat à Auxerre de 1974 à 2018. On est dans l'horreur absolue. Il y a un tarif qui est exposé. Pour percer les seins du guette, il vous en coûtera tant. Pour la petite histoire, il y a des aiguilles à tricoter qui sont laissées à disposition de ces messieurs. Pour lui faire boire son urine, il vous en coûtera tant. Pour la violer, il vous en coûtera tant. Et plus le sévice était horrible, plus les tarifs montaient. Ce qu'ont subi ces jeunes femmes, c'est hors de l'humain, hors de l'entendement. En fait, ça c'est parfaitement avéré et c'est parfaitement établi. J'apprends un jour, je me souviens, c'était un vendredi, j'apprends que Claude Dunant a été libéré. Sur le moment, on est quand même un peu surpris de la rapidité et surtout de l'annonce en catimini, quoi. Enfin, c'est pas faire de bruit, hop, il est libéré. Alors que le dossier est quand même très lourd. On est en pleine affaire Émile Louis. Évidemment, quand on est dans Lyon, les rumeurs, essayent très vite de faire le lien. Donc peut-être que ça aurait été un témoin intéressant. Et au lieu de ça, on apprend qu'il est libéré, qu'il refait sa vie, loin de tout ça. J'allais dire que le timing était peut-être pas idéal à l'époque et un peu surprenant. Les journalistes m'ont téléphoné en me demandant ce que je pensais de la libération conditionnelle de Dunant. Huguette, survivante d'Apoigny. Presque 20 ans en arrière, après les faits, c'est la grosse déprime, puisque moi on m'a remis sous tranquillisant. C'est encore une fois une deuxième séquestration, une deuxième descente aux enfers, avec des nuits sans sommeil, des nuits à avoir peur pour sa famille. Je suis en colère. La loi, elle n'est pas juste. Parce que
Mettre un homme comme ça en liberté, il peut recommencer à tout moment. Michaela, survivante d'Apoigny. Et c'est d'autres filles qui vont encore souffrir. Parce qu'il est capable de le faire, il continuera. Pour lui, c'est comme une drogue de faire du mal. Il a, à l'époque, il doit avoir plus de 70 ans, quelque chose comme ça. Et on me dit qu'il est hébergé dans une institution de réinsertion pour anciens détenus, institution religieuse, en Alsace. À partir de ce rébut, je dois retrouver sa piste. Ce que je fais à l'époque, on n'avait pas Internet, donc je prends mes pages jaunes, le Minitel sans doute, et j'appelle en Alsace, Bas-Rhin, Haut-Rhin. Bonjour, je voudrais parler à Claude Dunant. Écoutez, ça nous dit rien. Bonjour, je voudrais parler à Claude Dunant. On ne connaît pas. Et mais assez vite, au bout je crois que c'est le 3e ou 4e coup de fil, je tombe sur un monsieur, donc un frère. Et je lui dis, bonjour, j'aimerais parler à Claude Dunant. Je vous le passe. Alors là, pris de court, je me dis, ok, bonjour, Claude Dunant, je m'appelle Jérôme Val, je suis journaliste à Radio France à Auxerre. Est-ce que vous pouvez répondre à quelques questions? Et là, il me dit oui. Donc là, je lance l'enregistrement. Je vais aller faire de la musique puisque j'ai la chance d'être musicien et de faire du clavier pour les malades en très longue maladie ou dans des maisons de retraite où il y a des gens qui ne peuvent plus bouger. C'est certain que c'est une nouvelle vie et c'est tout à fait différent de ce que j'ai pu connaître avec ma première épouse et avec la vie débridée qu'on avait, c'est sûr. Mais j'ai fait une croix sur le passé, non pas pour oublier le passé, mais au contraire pour le racheter. Monsieur Dunant, est-ce que vous êtes heureux aujourd'hui? Mais non, comment voulez-vous qu'on soit heureux? L'entretien dure pas très longtemps, ça dure une dizaine de minutes à peine. Mais j'avais quand même l'essentiel, c'est-à-dire la confirmation qu'il avait bien été libéré, qu'il était bien hébergé effectivement dans une institution de réinsertion, qui comptait s'investir dans des œuvres caritatives, et fin de l'histoire. Fin du coup de fil. Mais ça ne m'avance pas plus sur est-ce qu'il connaissait bien Émile Louis, voilà, pour revenir quand même à ce qu'était mon fil conducteur à l'époque. Et j'ai jamais eu la réponse, puisqu'il a refusé ensuite toutes nos autres interviews. Peu de temps après l'arrestation d'Émile Louis, on va décider, avec mon collègue Patrick Schmitt, de descendre, comme beaucoup d'autres journalistes d'ailleurs, sur Auxerre pour voir un peu ce qui s'est passé pendant toutes ces années. Comment ça se fait qu'une telle affaire a pu être possible. Une affaire beaucoup moins connue sur le plan national, mais qui pourtant a défrayé la chronique locale. Claude Dunant a été condamné à perpétuité pour séquestration, viol et actes de torture et de barbarie. Et pourtant, au bout de 13 ans, il se trouve dehors. Ça nous étonne, d'autant plus qu'on constate qu'il a accordé une interview à Lyon Républicaine en la personne de Gérard Delorme, le rédacteur en chef. À ce moment-là, je me souviens très bien, au téléphone à Gérard Delorme, qui nous reçoit assez rapidement, qui nous raconte comment s'est passée l'interview. On était au plus fort de l'affaire Émile Louis. J'étais très surpris d'avoir Dunant. Il dit, mais je peux pas, je suis interdit de séjour dans le département de Lyon et il faudrait qu'on se rencontre en Côte d'Or, par exemple. Mais pas de photos, pas de photographe, pas de photos. Je dis oui, moi, c'est pas un souci. On peut se demander pourquoi, à ce moment-là, Claude Dunant accorde cette interview. C'est une des premières choses qu'il fait en sortant de prison. On fixe un rendez-vous. La première fois, il était méfiant. Peut-être qu'il avait peur que je vienne avec une meute de photographes. Et il ne s'est pas présenté. Mais il m'a rappelé le soir même en disant « Je n'ai pas pu me libérer, mais je vous donne rendez-vous. » C'était 2 ou 3 jours après, chez une personne de sa connaissance, dans un petit village à la frontière entre Lyon et la Côte d'Or.
Bien, Claude Dunant voulait montrer qu'il était un autre homme. Alors c'est vrai qu'après une période assez longue en détention, son nom revenait souvent autour de l'affaire des disparus de Lyon, et il en a souffert, disait-il, et c'est lui qui nous a sollicités pour pouvoir s'exprimer sur la personne qu'il était devenu. Il avait besoin de parler. Enfin, moi, je ne l'avais pas reconnu, parce qu'il avait beaucoup vieilli, mais il avait besoin de parler, dire, il disait qu'il regrettait tout ce qu'il avait fait, qu'il voulait aujourd'hui redonner ce qu'il avait pris aux gens et aider. Bon, voilà, il avait besoin de dire les choses et surtout que l'on dise qu'il n'avait rien à voir avec Émile Louis. On ne peut pas ne pas essayer de faire le rapprochement entre ce qui s'est passé dans l'affaire Émile Louis et ce qui s'est passé dans l'affaire Dunant. Les victimes sont les mêmes. Ce sont des jeunes filles de la DAS. Elles sont passées d'ailleurs par les mêmes endroits, soit l'Institut médico-éducatif Gratterie, soit le foyer de Montmercy. Donc il y a vraiment des raisons pour imaginer que peut-être Émile Louis et Claude Dunant se connaissaient, peut-être se sont-ils même donné un coup de main. C'est un peu la rumeur qui court à Auxerre, que Émile Louis sera un peu le recruteur pour Claude Dunant. On va vraiment travailler assez longtemps là-dessus avec Patrick, je dirais au moins 2 ans, et on ne va pas trouver de points communs. En 1990, Claude Dunant est remis en liberté 1 an avant son procès. Dans l'interview qu'il donne en 2001 à Gérard Delorme, il raconte une histoire troublante. Il raconte effectivement que quelqu'un l'a sollicité pour lui dire qu'il pouvait lui procurer une fausse identité, une certaine somme d'argent et un billet d'avion pour le Sénégal. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui étaient intéressées à ce qu'il disparaisse de la circulation au moment de sa première sortie de prison. Dans l'interview que Claude Dunant accorde à Gérard Delorme, il donne des informations sur ses clients, disons qu'il y a des magistrats, des personnalités connues, il cite même un ancien ministre, comme s'il voulait faire peur à quelqu'un. Est-ce qu'il veut faire savoir clairement à ses clients que là, lui, il a toujours leur nom et il peut intervenir quand il veut, qu'on a intérêt non seulement à le laisser tranquille, voire même à l'aider. En tous les cas, cette interview est curieuse. Nous, c'est ce qui va faire qu'on va s'intéresser à ce que devient Claude Dunant après. La première chose qu'on découvre, c'est que tout de suite à sa sortie de prison, il va être à un moment abrité par la compagne de son ancien co-détenu lorsqu'il avait été détenu à Auxerre. Un journaliste qui travaillait avec nous à cette époque, Éric Bellawel, découvre où elle habite et tous les deux, on va se rendre avec un caméraman chez cette femme. Cette femme nous raconte d'abord quel genre de personnage c'était. Elle a apparemment de très bons rapports avec lui. Elle le prend assez curieusement, pourtant elle sait ce qu'il a fait, mais elle le prend pour un type intéressant, voire même un brave type. Et elle va nous raconter qu'elle l'a incité à donner le nom de ses clients. Morissette explique aux journalistes qu'à sa sortie de prison, Claude Dunant reçoit des lettres le menaçant de mort s'il divulguait le nom de ses clients. Donc là, on découvre probablement qu'il vit en Alsace, dans le sud de l'Alsace, non loin d'Ensisheim, où il a purgé sa peine. Thierry Fournet, journaliste et réalisateur. Automne 2002, Mulhouse. Et là, on va s'installer un petit peu à Mulhouse et on va attendre. On va donc commencer à essayer de trouver où il peut habiter. Je me souviens qu'un soir, on mangeait dans un restaurant chinois. Et là, de l'autre côté de la rue, qu'est-ce qu'on voit ? On voit Claude Dunant arriver. Il entre dans une cabine téléphonique. Il reste 4 à 5 minutes et il ressort et il s'en va. Par chance, à un moment, je vais tomber sur lui dans une ruelle. Évidemment, il se doute de rien, je le suis. Et là, pour le coup, je vois où il rentre. Et il rentre dans un immeuble qui donne sur la place de la Réunion à Mulhouse, la plus belle place de la ville. Et
Il habite un appartement manifestement en duplex avec 2 étages qui se trouve au coin de la place. Très bel appartement. Et puis un jour, on va réussir à le rencontrer tout près d'un café. On arrive à le convaincre de nous suivre dans ce café. Évidemment, il s'y attendait pas. Donc finalement, il nous suit. Claude Dunant s'assied en face de nous. Il a l'air décontracté, un peu goguenard, bien en arrière sur sa chaise, avec toujours un petit sourire. Il nous reconfirme qu'il avait bien noté sur un carnet les noms et adresses de l'ensemble de ses clients. Il nous confirme que parmi les clients, il y avait des magistrats, des bourgeois, des gens connus. Vous savez, au tribunal, ils ont dit qu'on aurait dû être une cinquantaine au banc des accusés. C'est à peu près dans les normes. On n'avait que des Parisiens, des gens de la région de Bâle. Il y a eu des gens de la politique, oui. Un ministre nationalement connu. C'est pas ministre. Pas ministre. C'était quelqu'un dans un parti politique. Celui-là, même, il n'était pas dangereux parce qu'il venait en spectateur. En 1984, lors de l'arrestation de Claude Dunant, la police saisit plusieurs carnets. Il y a 3 carnets noirs. Et il y a toutes les adresses de tous ses clients dedans. Ces carnets sont passés où? Michaela, survivante d'Apoigny. On ne peut pas s'empêcher, assez vite, de se dire il y a quelque chose. Les fantasmes qui courent. Jérôme Val, ancien journaliste à France Bleu Auxerre. Donc il y a un carnet qu'on n'a jamais retrouvé, avec les noms des notables auxerrois et du département, qui auraient passé des soirées peu ordinaires, et je suis gentil, dans cette maison d'Apoigny. Qu'est-il arrivé à ces carnets par la suite? C'est vraiment un mystère. Effectivement, ces carnets ont disparu. Moi, je les ai vus, je les ai laissés. À un moment donné, une greffière du palais de justice d'Auxerre va préciser qu'elle constate, elle, que 2 pages ont été arrachées du carnet. Et puis à un moment, on ne trouvera plus ces carnets. Moi, je vais vous dire ce que je pense. Je pense que c'est un avocat qui les a piqués. Bernard Revest, avocat à Auxerre de 1974 à 2018. Ça, c'est ma théorie. Ça peut être parce qu'un avocat, il a un client qui veut pas que son nom apparaisse. Le carnet disparaît, comme ça, il n'y a plus d'interrogation. À l'époque, on pouvait faire un peu ce qu'on veut. Le juge d'instruction, vous savez, il vous donnait le dossier. Il avait un double du dossier en règle générale, mais il vous mettait dans un bureau, à l'intérieur de son bureau, sous le nez de la greffière. Mais bon. Je pense qu'il y a un certain nombre de pièces qui ont disparu dans des dossiers d'instruction dans les années 70-80, ça c'est clair. Il y a 30, 50, 60 personnes qui errent dans la nature, qui paieront jamais ce qu'ils ont fait à ces 2 jeunes filles. Ça, c'est inadmissible. Là, à l'heure actuelle, ils savent qu'ils ont fait quelque chose de mal. Ils le savent, ils vivent avec. Huguette, survivante d'Apoigny. Mais ça les empêche pas de continuer leur petite vie tranquille. Ça se trouve, ils ont une bonne femme, des gamins. Et en fin de compte, ils se vengent sur des filles comme nous parce qu'ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent avec leur femme. J'espère qu'un jour, on va les retrouver, même si c'est long. Je connaissais le réalisateur de cinéma Yves Boisset assez bien. Lorsqu'il apprend que je travaillais sur l'affaire des disparus de Lyon, il m'appelle et il me demande s'il peut venir passer quelques jours avec moi pendant mon repérage à Auxerre, parce qu'il veut se renseigner encore plus sur cette affaire. Il me parle de Dunant, il me parle d'Émile Louis, et vraiment, il va me raconter lui aussi des histoires assez étonnantes. Un haut fonctionnaire de la région m'a mis en garde contre un danger de crédulité ou de naïveté par rapport aux rumeurs qui, d'après lui, vont bon train dans la ville. Ça, c'est exact. Yves Boisset, réalisateur.
Et en me disant qu'il fallait quand même faire attention parce qu'il y avait beaucoup de suicides, d'accidents de voiture, de crises cardiaques à l'intérieur ou à la périphérie de cette affaire. Et je lui ai dit, c'est quand même pas des menaces. Il me dit non, pas du tout, c'est parce qu'on vous trouve très sympathique. On ne voudrait pas qu'il vous arrive quelque chose de fâcheux. Et le soir même, en rentrant à Paris, on m'a cassé ma voiture, dans lequel il y avait les notes que j'avais prises sur un certain nombre de témoignages avec les coordonnées des gens qui avaient accepté de me parler. Ça peut être une coïncidence, ça c'est tout à fait possible. Les malfrats ne travaillent pas tous pour la police ou pour les services de renseignement, beaucoup, c'est vrai, mais pas tous. Donc il peut s'avérer que c'était une coïncidence, mais elle était un peu troublante. L'affaire Dunant est aussi marquée par de nombreuses morts mystérieuses. À ça, autour de Claude Dunant, il faut avoir une bonne santé, c'est sûr. Sa propre femme, qui tombe d'un escalier, est quand même très maladroite. Il y a aussi parmi les gens qui sont quand même inculpés par le juge d'instruction. Il n'y en a quand même pas 0, il y en a quelques-uns. À ma connaissance, 4. Sur ces 4, 3 vont décéder avant le procès. Donc évidemment, ils ne risquent pas de dire quoi que ce soit, eux non plus. Quant au dernier, qui lui va participer au procès, il va se suicider en sortant de prison. Donc il restera plus grand monde pour pouvoir parler des autres clients. Il y a 5 ou 6 ans, je préparais un nouveau documentaire sur l'affaire Dunant, et au cours du montage, je me décide à essayer de savoir ce qu'était devenu Claude Dunant. À ce moment-là, je me demandais même s'il était toujours en vie. J'appelle un ami, médecin à Mulhouse, qui s'appelle Patrick Vogt. Je sais qu'il connaissait bien Claude Dunant. Je l'appelle et je lui demande, Patrick, est-ce que tu peux te renseigner pour savoir si Claude Dunant est décédé ou pas? Et là, je tombe de ma chaise, parce que non seulement, me dit-il, Claude Dunant n'est pas décédé, mais l'histoire continue, me raconte-t-il. Un jour, un couple de patients vient me voir et puis la jeune femme me dit qu'elle est perturbée parce que sa maman vit sous la coupe d'un monsieur qui est sorti de prison il n'y a pas très très longtemps et qui s'appelle Claude Dunant. Elle vit à présent en Italie avec ce monsieur qui se ferait appeler monsieur Tirard. Elle sait qu'il a fait de la prison, mais elle ne sait pas trop pourquoi. Et elle voit bien que ce monsieur essaie de faire le vide autour de sa maman et qu'elle n'arrive plus à l'approcher de la même façon. Voilà. Et comme par hasard, le mois d'après, elle revient, elle m'apprend le décès de sa maman. Elle me dit, maman est morte en Italie, je ne sais pas trop de quoi. La maman avait apparemment une assez belle fortune. La suite du décès de sa maman lui pose beaucoup de problèmes. Et pourquoi ce monsieur Dunant est resté alors qu'il n'avait pas de lien, il n'était même pas pacsé, apparemment pas pacsé, pas marié. À quel titre il pouvait gérer les comptes bancaires de sa maman, voilà. Donc ça se passait dans les années 2011-2012. Le 29 juillet 2021, Claude Dunant meurt à l'hôpital de Mulhouse à l'âge de 87 ans. Il est mort en gardant tous ses secrets. Je connais les victimes puisqu'elles sont dans l'association de défense des handicapés de Lyon. Je les rencontre assez fréquemment encore aujourd'hui. Pierre Monnoir, président de l'association de défense des handicapés de Lyon. J'ai mal pour elles. J'ai mal pour elles. Elles se reconstruiront jamais. Elles souffrent dans leur chair, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas eu l'argent nécessaire pour supprimer ces cicatrices corporelles qu'elles ont. J'ai l'impression que rien ne réparera jamais. Anne Pagès, avocate d'Huguette. Rien ne réparera jamais. Parce qu'Huguette, les stigmates, elle les porte dans son cœur, elle les porte dans sa mémoire, mais elle les porte aussi physiquement.
elle est meurtrie. Elle est meurtrie au sens psychologique du terme, au sens moral, au sens physique. Son corps est délabré. Et j'aurais besoin d'une autre opération au niveau de la poitrine, oui, parce que l'opération a été mal faite et qu'il me reste des séquelles de l'opération et des séquelles de brûlure. J'ai subi une opération au niveau des lèvres vulvaires. Et puis c'est un genou qui est complètement bousillé. Et puis c'est l'oreille gauche qui perd son audition. Et puis on est obligé de vivre avec. Moi, Dunant m'a cassé physiquement, m'a cassé psychologiquement. À l'intérieur, la vie, c'est un enfer. Encore aujourd'hui, il faut toujours se battre contre soi-même pour éviter de sombrer. Sinon, c'est la folie. Vous savez, j'ai essayé de me reconstruire une vie. Ce qu'on peut appeler une vie après ça, parce que c'est jamais une vie. Auxerre, pendant très longtemps, ça a été associé au club de foot, à Guiroux, la GIA. Isabelle Rose, journaliste à France Bleu Auxerre. Et c'est vrai qu'après, une fois qu'il y a eu les affaires Dunant, les disparus, ça a vraiment changé l'image des gens sur le département de l'Yonne. Il y a encore des gens qui disent « Ah bah non, en passant sur l'autoroute, on va pas s'arrêter à Auxerre, c'est le département des disparus, quoi ». Autant le club de foot pouvait tirer vers le haut le département, autant ces affaires judiciaires, au contraire, ont complètement plombé l'image de l'Yonne, quoi. Vous venez d'écouter La conspiration du silence. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. La conspiration du silence est un podcast d'Initial Studio, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme, coproduite par Amda Productions et France Télévisions, et écrite et réalisée par Vincent Hérissé et Thierry Fournet. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Marie Agassan. Montage, Camille Legras, avec la voix d'Alix Martineau.